Un gros pavé russe dans la mare des chancelleries françaises et les palais présidentiels de l'Afrique francophone. Une accusation directe, brutale, qui nous replonge dans les heures les plus sombres de la France-Afrique. Le SVR, le puissant service de renseignement extérieur russe, vient de rendre public un rapport incendiaire. Son contenu, la France aurait planifié depuis les bureaux feutrés de l'Élysée et de la DGSE le renversement de plusieurs chefs d'État africains indésirables. Une stratégie de la dernière chance selon le Kremlin pour freiner l'inexorable perte d'influence de Paris sur un continent qui lui tourne progressivement le dos. Alors, s'agit-il d'une révélation explosive sur les méthodes d'une France-Afrique qui refuserait de mourir, ou sommes-nous face à l'ultime étape d'une guerre hybride où tous les coups médiatiques seraient permis? Entre les opérations homo présumées, la montée en puissance de l'Alliance des États du Sahel et les mercenaires de l'influence qui s'affrontent sur les réseaux sociaux, le terrain africain est devenu le théâtre d'un nouveau grand jeu. Pendant 90 minutes avec nos invités, nous allons décortiquer cette note des services secrets russes. Quels sont les présidents réellement visés? Quels sont les moyens russes et français pour déstabiliser ou maintenir des régimes? Et surtout, l'Afrique est-elle condamnée à n'être que le plateau de jeu de grosses puissances géopolitiques, espionnage et souveraineté? Bienvenue au forum de ce dimanche 8 février 2026 avec au plateau mon cher ami Didier Noureddine Alaoui. Il nous fait l'honneur de revenir au plateau aujourd'hui. Bonjour Didier. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos auditeurs et téléspectateurs, bienvenue à tous. Didier Noureddine Alaoui est journaliste, directeur général d'Africa Dev. Il est spécialiste en communication également pour un changement de comportement social. À ses côtés, un invité surprise, un vieil ami qui a le feu dans la parole, la plume, le sang et le nom. C'est François Tafeu Bikoro. Bonjour mon cher ami. Bonjour, bonjour surtout à vos nombreux téléspectateurs. Vous savez que votre télévision a ouvert le bal, j'allais dire amplifié le bal des émergences africaines depuis un certain temps. Et vous avez vu comment les Africains ont bien accueilli, mais surtout ceux dont nous allons parler tout à l'heure ont mal accueilli. Quand vous avez acheté les droits TV du plus grand rendez-vous de la jeunesse africaine depuis près de 50 ans aujourd'hui. Mais ce qui est plus important, c'est cette émulsion de la jeunesse qui s'irradie dans vos plateaux de télévision à longueur de journée. Mais je voudrais faire un témoignage vivant, parce que toi et moi, on est encore vivants. Ça fait près de 20 ou 25 ans, tout jeune à l'époque, nous avons accompagné les grandes mises en place de ce qu'ils appelaient démocratie, entre guillemets. Tu as beaucoup travaillé pour ce pays et pour l'Afrique parce que tu as formaté l'esprit et la conscience de la jeunesse africaine. Il faudrait que les jeunes Africains, à travers vous qui êtes devenus un référentiel, sachent qu'il est inutile de traverser la mer à la nage, de traverser le désert à pied, simplement pour aller vendre des cadavres de Blancs en Europe. La preuve est que 25 ans plus tard, vous êtes assis devant moi, nous sommes vivants. Et pour qu'on soit vivant, il faut être conscient du fait qu'en face de soi, quelqu'un est aussi vivant et qu'il se bat pour être vivant. Le problème des Africains aujourd'hui n'est pas tant la prise de conscience, mais la capacité de savoir que 70 ans après les indépendances, il n'y a pas de raison qu'il y ait un tuteur, puisque vous vieillissez au même moment que le tuteur. 70 ans après les indépendances, il n'y a pas de raison que quelqu'un vous choisisse deux choses. Et je termine par là. Les critères de convergence. Comment aimer son pays? Comment aimer l'Afrique? Comment aimer son chef d'État? Comment aimer son gouvernement? Parce que s'il vous choisit ces critères, il va vous choisir les critères de divergence. Comment haïr son chef d'État? Comment ne pas aimer l'Afrique? Comment ne pas aimer les Africains? Et nous aurons donc des gens qui, avec de grands moments de docteurs et de professeurs, que nous célébrons alors qu'en réalité, ils ne sont pas africains. Je salue les Africains qui nous regardent. Deuxième témoignage, monsieur l'ambassadeur, peut-être qu'il a déjà oublié, nous nous sommes côtoyés pendant longtemps dans cette quête de l'identité africaine. Vous avez le salut fraternel de monsieur Justin Tagou, PDG d'Afrique Média, parce qu'il faudrait que les jeunes le sachent aussi, parce qu'on leur a appris dans la tête qu'il faut qu'ils haïssent les vieux. Il y a eu des moments où on dit qu'il faut que les vieux partent, mais on ne brûle pas la bibliothèque si on va aller à l'école pendant longtemps. Et c'est là où les autres ont failli nous avoir. Bravo d'avoir su mettre chaque dimanche cette logique générationnelle dont a besoin les gens de votre génération pour qu'ils nous remplacent demain.
Merci, monsieur l'ambassadeur. Parce que certains d'entre vous disent souvent, on a peur. Et mon grand-père me disait souvent, quand vous faites un accident, vous dites j'ai mal, vous êtes encore vivant. Vous ne pouvez pas vous comporter comme celui qui est parti. Merci de nous avoir mis en logique générationnelle chaque dimanche pour que les erreurs que nous avons commises hier, qu'au moins les jeunes en profitent pour qu'on avance. Le Togo a un très grand chef d'État. Parce que ça, je ne peux pas aussi que je l'oublie. Parce qu'il a su capter nos desiderata, nos aspirations populaires. Donc les gens utilisent souvent pour dire il n'est pas un bon démocrate, il n'est pas un bon ceci. Et ensemble avec son peuple, chaque fois, il vous permet de contourner un certain nombre de choses. Les histoires des bons démocrates, c'est terminé parce que le Mali, le Niger, vous savez que c'était le pays le plus démocratique au monde. Ils ont essayé toutes sortes de démocraties. La démocratie par coup d'État non sanglant, la démocratie par coup d'État sanglant, la démocratie par poussement de chaises. Et à un moment donné, quand vous voyez l'AES aujourd'hui, vous comprenez ce qui va nous arriver tout à l'heure au cours de ce débat. Merci de m'avoir permis de retrouver la terre de mes ancêtres. Merci de m'avoir permis d'être en terre togolaise. Sacré François Tafeu Bikoro, personnage très intéressant au micro et hors micro, je vous l'assure, un vieil ami. Je n'ai plus vu, ça fait une quinzaine, une vingtaine d'années. François Bikoro est journaliste, homme politique dans son pays, le Cameroun. Et notre troisième invité, l'homme qui ne bouge pas et qui n'a pas bougé, son Excellence Sogoyou Kegewe. Bonjour. Bonjour, bonjour Gilles, bonjour Didier, surtout bonjour et bonne arrivée à notre invité surprise. Bon, moi, tout ce qu'il a dit, ça m'intéresse personnellement, particulièrement. Et nous sommes heureux de savoir que des gens que nous ne connaissons pas forcément, eux nous connaissent et aient aussi bonnes intentions, d'aussi bonnes intentions à notre égard. Donc je vous remercie du fond du cœur et du travail d'éveil aussi que vous animez pour la jeunesse africaine. Depuis que nous travaillons ici, nous nous sommes aperçus que justement le clivage jaune-vieux se réduit. Et les jeunes même, quand ils voient ce qui se passe dans d'autres pays, notamment dans les pays du Sahel, ils savent que l'avenir de l'Afrique, c'est la jeunesse. Ils savent ça. Encore faut-il qu'ils se débarrassent des scories du colonialisme, du néocolonialisme, de la corruption, de la vie facile, pour s'atteler au vrai sujet qu'est le développement de leur pays. L'avenir est à cette jeunesse. Et ces jeunes qui nous voient, je parle de moi-même, les autres aussi, c'est des jeunes. Hein. Alors oui, son acolyte, c'est des jeunes. Ces jeunes qui nous voient, qui me voient, savent que je ne suis pas à la recherche de quelque chose. J'ai fini ma carrière et je suis tranquillement chez moi. De temps à autre, si je peux venir échanger avec d'autres esprits aussi affûtés, c'est pour moi un très grand plaisir. Je ne cherche rien. Nous souhaitons seulement justement que ces jeunes prennent conscience des enjeux actuels. Je ne veux pas, disons, attaquer directement le sujet, mais si tu permets, je le fais. Non, je ne le permets pas parce que je vais redonner la parole là-dessus. C'est ça qu'on appelle la dictature, mais c'est la meilleure forme de gouvernement pour les Africains. La dictature démocratique. Son Excellence est journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Alerte en Afrique, de nouveaux coups d'État sont-ils en préparation, en téléchargement depuis Paris? C'est le sujet du jour et vous êtes conviés à enrichir cette émission via le canal habituel WhatsApp plus 228 96 08 43 43 pour nous écrire, partagez-nous vos commentaires, partagez avec nous vos commentaires. Commentez abondamment également sur les réseaux sociaux qui nous relaient en direct sur Facebook et YouTube, que vous soyez d'accord avec nous ou pas. Alors, on commence avec le studio. Vous le savez, le service, le renseignement extérieur russe, le SVR, affirme détenir des preuves de plans français de renversement de régime en Afrique. Au-delà de l'annonce, chers invités, existe-t-il des éléments factuels d'analyse pour étayer ces graves accusations? Est-ce que vous croyez en ce que les Russes ont dit sur les stratagèmes de la France pour renverser certains régimes en Afrique? Didier, alors je commence avec vous.
Merci. Mais si nous attendons d'avoir des preuves palpables ou que nous voulons avoir des justifications, nous n'en aurons pas parce qu'il s'agit d'un service de renseignement. Et les services de renseignement, leur mission est justement de collecter les informations, de savoir ce qui se trame de part et d'autre. Donc leur rôle n'est pas effectivement de venir directement présenter des preuves factuelles, comme nous pouvons le demander. Mais ici, il s'agit quand même du SVR. Le SVR, il faut peut-être remonter un peu en 1991. C'est après la chute de l'Union soviétique que le redoutable service de renseignement, le KGB russe, a donc laissé place à plusieurs autres services de renseignement qui sont spécialisés. Et donc le SRV, c'est le service russe qui est spécialisé dans le renseignement politique, dans le renseignement démocratique, dans le renseignement diplomatique, dans le renseignement économique et stratégique. Et le GU ou le GRU qui, lui, est spécialisé carrément dans le renseignement militaire. Alors, si aujourd'hui, le SVR apporte cette information, cela voudrait dire qu'effectivement, c'est des choses qui sont préparées et que dans cette préparation, il y a peut-être des civils qui sont mêlés, qu'il y a des chancelleries qui sont mêlés et que même des diplomates auraient pu éventuellement être mêlés. Donc il ne s'agit pas, comme le dit le communiqué, d'une invasion militaire en tant que telle. Autrement, ça aurait été le GU ou le GRU qui aurait apporté cette information. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en réalité, nous sommes déjà dans le plan. Nous sommes déjà dans le plan. Si vous voyez qu'il y a quelques jours, la base aérienne 101 du Niger a été attaquée, et que début janvier 2026, un plan d'élimination physique du capitaine Ibé a été enclenché. On en a parlé ici sur ce forum. Alors, quand nous regardons depuis l'année dernière, même on parle de bruit de boîte autour de l'aéroport Modibo Keïta du Mali. Bamako. Voilà, donc si nous ajustons et juxtaposons un peu tous ces faits, nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu'effectivement, l'information qu'a apportée le SVR est d'une réalité tangible. Donc, moi, je pense que ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, même si les services de renseignement russes n'ont pas exhibé. Je pose la question parce que nous sommes de plus en plus dans une guerre hybride, dans une forme de guerre froide qui a réapparu. Excellence, est-ce que vous prenez au sérieux ces informations de services secrets russes? D'abord, je tiens à souligner qu'en matière d'informations secrètes, personne ne fait mieux que les Russes. Même la CIA, le FBI et la NSA, tous les services américains, eux-mêmes ils savent que personne ne fait mieux que les Russes. Ils ont de bons et vrais services de renseignement. Ce n'est pas dans les pays où leurs plus célèbres services de renseignement ont pour trophée d'aller tuer les chefs africains. Ça, c'est d'autres formes de services de renseignement. Le meurtre, le crime, la crapulerie. Il faut aller tuer les chefs et on gonfle le torse qu'on ait un grand service de renseignement. Et ils n'ont pas honte, ils ne sont pas gênés, ils viennent même sur les télévisions nationales pour proclamer leur intention d'annihiler la race noire. On va retourner les conquérir dans 10 ans. Ce n'est pas le SVR qui a inventé ça. Maintenant, pourquoi j'aimerais ici rendre un hommage mérité au service de renseignement russe. Ils n'ont fait que dire ce que nous-mêmes nous voyons. Didier vient de le souligner. Mais quand on planifie pour renverser Ibrahim Traoré, pas seulement pour le renverser, pour le finir physiquement, le SVR n'avait pas encore parlé. Quand on a comploté contre Assimi Goïta, on a fait le blocus énergétique. La France, je veux dire Macron, a envoyé ses bandits brûler toute une file de camions-citernes pour que Bamako, disons le Mali, soit dans l'obscurité. Le SVR n'avait pas parlé. L'attaque à Niamey, tu crois que c'était quoi? Mais c'était pour en finir avec le général Tiani. Le SVR n'avait pas encore parlé. Ça dit que
nous, on avait déjà les preuves de ce que le SVR vient de dire. On a les preuves. C'est nous qui avons mal, c'est nous qui souffrons. On a les preuves. Le SVR n'a fait que confirmer ce que nous savons, ce que nous voyons, ce que nous vivons. Donc, il y a quelque chose. La question, ce comportement assassin permanent de la France, ce n'est pas nouveau. Depuis que le premier noir, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Centre, a eu la naïveté de croire qu'il est indépendant et de croire qu'il peut prendre en main la gestion de son pays, il s'est lui-même inscrit volontairement sur la liste des gens assassinables par la France. Le simple fait d'avoir cru ce que la France lui a dit, vous êtes maintenant des pays indépendants, vous allez assumer votre autogestion. Le simple fait d'avoir cru à ça, mais c'est parce que les comment tu appelles ça, les Lumumba, ils ont cru qu'ils étaient vraiment indépendants. Je vais ouvrir tout à l'heure un chapitre sur la perspective historique des stratégies de déstabilisation de la France. Le temps de jauger ce que François Bicrot pense de ces nouvelles accusations. Quand même grave, non, François? Vous savez, pour éduquer, informer et former les Africains, il faut toujours la perspective historique. Sinon, ils ne comprennent pas, ils vont croire qu'on se lave parce qu'il pleut, alors qu'en réalité, on se lave parce qu'on est sale. La France, à l'orée des indépendances, a beaucoup travaillé pour qu'elle garde ses colonies africaines, ses zones d'influence. Et parce que nous entrions dans le concert des nations qui avait été formaté par la communauté européenne économique, que vous appelez aujourd'hui l'Union européenne, mais qui en fait est les Nations Unies, toutes les organisations internationales qui ont été créées à cet effet pour reconstruire l'Europe. Parce que ça s'appelle la BID, Banque internationale pour la reconstruction et le développement, qui est devenue FMI, Banque mondiale. C'est aussi l'intention de mettre des agents secrets dans toute la communauté économique internationale. Ils ont créé des organisations internationales dont mes enfants disent que ce sont de très bonnes choses, OMS, OMC. Et vous allez toujours voir que les gens qui y travaillent, c'est des gens d'un petit espace qu'on appelle communauté économique européenne. Donc, tel qu'on a balisé cela, vous allez donc vous dire qu'on ne peut pas chercher à garder une zone d'influence si on n'y met pas les moyens pour que l'influence ne disparaisse pas. Donc c'est depuis les indépendances, après les indépendances, que la France se bat pour garder ses zones d'influence. Et puis, dans les années 90, il y a eu quelque chose qui s'est passé en France. C'est que le système politico-administratif n'était plus le même, moins adapté aux réalités africaines. Ils ont commencé à juger l'Afrique sous forme d'une maladie, d'un corps qui a 187 maladies, mais donc il n'y a qu'un seul comprimé qui soit cette maladie. Donc chaque fois, un coup ils disent gouvernance, un coup ils disent... Après un moment ils ont dit démocratie, après démocratie, changement de chef d'État chaque 10 minutes. C'est là que vous allez comprendre. Changement de chef d'État chaque 10 minutes. Ils ont inauguré les Bob Denard, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Après ils ont vu qu'ils ont la peau... Ils ont vu qu'ils ont... Voilà, ils ont vu qu'ils ont la peau blanche. Ils ont donc décidé d'avoir des Bob Denard à la peau africaine. Je préfère ce mot. Voilà. Et les Bob Denard à la peau africaine, pour ceux qui ont pu vivre longtemps, vivent donc les émergences africaines. En fait, les émergences africaines naissent du fait que la génération des hommes d'État de l'Union européenne, de l'Occident, principalement de la France, avec la cohabitation, qui a fait perdre à la France tous ces Bob Denard africains. Il y a une certaine condescendance verbale et langagière. Vous avez vu la bourde de M. Macron au Burkina Faso, où il dit qu'un chef d'État est allé réparer un climatiseur. Le climatiseur. Mais il avait oublié de dire que le climatiseur appartient non, Congo c'est venu après. Congo il a eu la réplique. Mais il avait oublié que ça avait été fourni par la société Leclerc, qui est française. Pour vous expliquer que les émergences de l'Occident aujourd'hui, avec toutes les mauvaises choses qu'ils font, ils les ont coupé les ponts de l'ancrage avec l'Afrique. Et c'est là que vous avez profité pour commencer à éduquer les Africains. Et puis les erreurs qui ont été commises, c'est de se remémorer qu'ils sont de l'Occident, les autres ne sont pas de l'Occident. C'est là que vous voyez l'intervention de la Russie. Vous avez Macron parcourir les pays satellites pour expliquer que la Russie est un pays impérialiste. Vous voyez déjà comment ça dégringole dans le subconscient d'un très grand chef d'État. Parce qu'il suffit d'aller dans Google et demander qu'est-ce qu'on appelle pays impérialiste. Vous allez regarder dans l'évidence que c'est les pays qui raptaient les autres
Il n'y a pas la Russie parmi les pays qui ont rapté les pays africains. Mais on vous a dit que c'est un pays... Or, c'est parce qu'au niveau de l'OTAN, avec les nouvelles émergences américaines, il n'y avait plus de couloir. Et c'est là que le renseignement intervient. On nous a dit, donnez tout l'or, donnez le diamant, donnez le pétrole, je parle du cas de l'AES. Et l'OMC se chargeait de dire que c'est le pays le plus pauvre au monde, pas en Afrique. Et vous y tombiez tous sans se poser la question de savoir quels sont les éléments d'appréciation pour qu'un pays soit pauvre ou pas. Et on découvrait donc que la France est pays producteur de diamants, pays producteur de pétrole. On cherche vainement une relique de ces trucs au village. On n'en trouve pas. Donc au moment où je vous parle, l'effet d'avoir chassé la Russie prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, une frilosité. Et nous nous sommes engouffrés, pas pour chasser les Français, pas pour chasser les Occidentaux, mais pour avoir une identité. Pourquoi l'identité crée un problème? C'est à ce niveau que le deuxième chantage, pour ne pas perdre les influences, est donc celui du renseignement. Vous avez vu un matin, les Maliens se sont réveillés avec un chef d'État, je crois qu'il s'appelait François Hollande. On a monté des gens là, puis on les monte à l'aéroport. Qu'est-ce qu'il y a? Un grand chef est venu nous sauver. Mais mon Dieu, Tombouctou a été bombardé le jour où ils ont introduit l'armée au Mali. Si on vous raconte l'histoire de Tombouctou, vous comprenez ce qu'il veut dire. Ils nous ont donc dit qu'ils nous protègent. Et pour nous protéger, ils vont souvent nous dire là où vient l'ennemi. Et on se rend à l'évidence que pendant tout le temps où la France nous protégeait, le Mali, qui est le 4e continent de l'Afrique, était en train de s'amoindrir. On s'est dit peut-être le frère n'a plus les moyens de nous protéger et les moyens de nous renseigner. Ce n'est pas qu'on est contre eux. Les États africains sont donc il faut chercher d'autres moyens. On gardait le seul interlocuteur parce qu'eux-mêmes ils étaient unis. Mais la Russie n'est plus avec eux. La Chine n'est plus avec eux. Nous nous sommes donc dit, on ne peut pas faire uniquement le multiculturalisme politique sans faire le multiculturalisme économique. C'est là qu'on nous a eu. Nous avons donc décidé, comme ils nous disent que le multipartisme fait partie des zones d'influence, on y ajoute le multipartisme économique. Et on s'est rendu compte que dans leur propre Google, la dette souveraine mondiale appartient à la Chine, à l'Inde, au Brésil, à la Russie et à 4 pays africains. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va encore chercher là-bas? Celui qui nous ouvre les yeux, c'est le dernier Mohican, je crois que le président sénégalais Macky Sall. Je crois qu'il était président de l'Union africaine, je termine par là. Il allait, quand les gens l'ont commencé à avoir un peu faim, nous on n'a pas su que le blé que les minorités de France envoyaient dans mon pays, en fait c'était le blé russe. Parce qu'il avait dit, pour mon précaré, vous voulez quelque chose, vous passez par moi, ils veulent quelque chose, ils passent par moi. Et c'est le jour où Macky Sall dit qu'il n'a pas su là où sont passés les bateaux de blé et les bateaux de riz, qu'on a dit, hey, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça avait disparu entre la mer Rouge, qui sort de Russie, et là où se trouve la Turquie. On demande au Turc, le Turc dit que j'avais aperçu, mais on se rend compte qu'en fait, la Turquie est un pays européen. Il a seulement la malchance qui parle une langue qui n'est pas la leur. On s'est donc dit, comme on a découvert le poteau rose, on va se déterminer soi-même. Et c'est à ce niveau que 4 questions se posent, sur lesquelles il voudrait qu'on débatte. La première, c'est que est-ce que le renseignement russe, le meilleur, monsieur l'ambassadeur, a déjà réglé le problème? Moi, je suis allé interroger l'Agence panafricaine d'information et de renseignement et je me suis rendu à l'évidence que les pays africains travaillent en très bonne intelligence avec la Russie, avec la Chine, tout le monde les pays émergents avec lesquels ils se font. Donc, le renseignement est bon. Deuxième chose, et c'est là le plus intéressant, est-ce qu'on peut douter du fait que la France veuille revenir en Afrique? J'ai dit non, au regard de ce que M. le directeur a dit tout à l'heure, les petits coups d'État à gauche, on ne reviendra pas sur les Kadhafi et les autres. C'est terminé. Le plus important, c'est pour cela que je vous dis merci, c'est de dire aux Africains que la guerre de demain, c'est la guerre de communication. Je n'ai pas dit la guerre d'information, je n'ai pas dit la guerre du journalisme, je n'ai pas dit la guerre médiatique, la guerre de communication. Même si on tue 100 chefs d'État, ça ne changera rien si vous gardez le cap de former les Africains avec le langage des Africains, pour les Africains et avec les Africains. Donc, ça c'est la deuxième interrogation. La troisième interrogation, c'est qu'il faut être très vigilant dans les bureaux africains. Parce que les formes de défense d'influence changent comme l'eau avec la couleur. On peut avoir oublié le coup d'État d'hier au Burkina Faso, mais on oublie qu'il y a un autre coup d'État dans le bureau administratif qui consiste à faire que dès qu'on
on vous donne l'information stratégique sur la découverte d'un puits d'or, d'un point d'or, machin, truc. Au lieu de travailler pour renseigner votre chef d'État, vous renseignez une autre personne. Or, ça réveille chez eux les vérités de dire on ne va pas perdre cet or, on ne va pas perdre ce diamant. Les Africains ont donc intérêt à faire ce que l'AES est en train de faire aujourd'hui. Vous avez vu que là-bas, les images sont celles que vous avez là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre que pour avoir un juge, on l'habille comme un juge grec. Ça paraît bizarre, mais ça joue sur le subconscient des gens. On ne peut pas comprendre qu'il y ait des gens qui doivent aller au front et d'autres qui ne doivent pas aller au front alors qu'on défend la même mère patrie. La troisième interrogation. La quatrième? La quatrième, c'est celle de la communauté qui parle de la RDA et qui ont été rapportées par les Français qu'ils ont appelé CEDEAO. La mieux mise en place après les indépendances. Scrutons les autres Bob Denard qui sont maintenant les États et les organisations. Comment vont-ils se comporter maintenant que cette information est tombée? Est-ce qu'on va encore vivre ce qu'on a vécu entre le Mali et le Bénin? Est-ce qu'on va encore vivre ce qu'on a vécu entre le franc CFA et l'ECO, avec deux Africains dont l'un était à la peau blanche, déclaré qu'on vient de créer une monnaie africaine? Est-ce qu'on va encore vivre ce que le Nigeria, qui profite le plus de la CEDEAO, et dont le président a failli flancher en tombant dans le piège de vouloir aider Macron à revenir en Afrique? Je dis à Macron, l'Afrique vous est ouverte. Les Africains vous sont ouverts, mais ce sera désormais donnant, donnant. Merci François Piquereau pour cette intervention qui a balayé un peu tous les aspects du sujet du jour. De revenir sur les accusations concrètes. C'est comme si l'homme de Bob Denard, je dis Bob Denard, Foccart, replanait de nouveau sur le continent africain. Didier Alorou, historiquement, la France a souvent utilisé des cellules africaines à l'Élysée pour maintenir ses alliés. Ces méthodes de coups tordus sont-elles encore possibles dans le renseignement français de 2026? Non, je ne pense pas que la France ait depuis changé. Hein. La France n'a pas du tout changé. C'est l'adversité qui a changé. C'est les méthodes, bon, l'adversité évidemment, mais aussi le fait que beaucoup d'Africains n'aient toujours pas pris conscience des gens qui sont en face d'eux. C'est ça le réel problème et c'est ça qui favorise un meilleur terrain de jeu pour la France. Et de tout le temps, la France a toujours utilisé, a toujours mis en place la politique de la terre brûlée, quand elle est chassée de quelque part. Les histoires sont nombreuses. Hein. Légion. Sont légion. Et on peut, vous avez bien fait de parler de Bob Denard tout à l'heure, et on se rappelle de l'incident de Cotonou contre le président Mathieu Kérékou. Mais il y a eu également l'opération Persil, celle de la Guinée équatoriale, du Guinée-Conakry. Et puis nous avons aussi... Barracuda, on peut les multiplier. Barracuda, on peut enchaîner et l'erreur du Tchad. Absolument. Donc il y a beaucoup d'exemples. Mais dans tous les cas, on observe que soit on fait émerger, on fabrique un opposant qu'on finance, soit on vous crée une opposition qu'on arme, soit Comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire en 2002. Les exemples, il y en a beaucoup. Il n'y a que les exemples. Donc voilà, il n'y a que des exemples. Donc dans l'histoire, la France s'est très mal illustrée en cette matière, c'est-à-dire que à chaque fois, comme l'a dit François, chaque fois la France veut toujours garder son influence, mais elle se comporte très mal vis-à-vis de l'Afrique et des gouvernements successifs. Donc la France n'a pas changé et à mon avis, elle ne changera pas. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est nous qui devons changer. C'est-à-dire que c'est nous qui devons changer notre approche, notre manière de faire et notre manière de gouverner. Notre manière d'aimer beaucoup plus notre patrie, notre continent, notre manière de soutenir nos dirigeants qui sont dans le vrai, notre manière donc de nous battre, de travailler à émerger et à avoir donc de la voix dans le Conseil des Nations. Je crois que c'est ça qui est important. Sinon, la France, elle ne changera jamais. Alors, je voudrais interroger maintenant les chances de succès et les limites de cette approche de déstabilisation. Vous savez, en Afrique aujourd'hui, on assiste à une sorte de réveil des opinions avec une jeunesse africaine ultra connectée, excellence, et farouchement souverainiste. Est-il encore possible de renverser les présidents sans provoquer un soulèvement populaire massif contre la France? Mais la jeunesse africaine connectée, justement, c'est pour elle que nous travaillons. Mais malheureusement, comme partout, il y a des brebis galeuses.
puisque d'autres sont connectés par la puissance française. On les arrose de CFA et ils croient qu'ils sont au paradis et pour défier les gouvernements de leur pays. Et on les choisit exprès, des gens qui ne comprennent rien. Il a fait à peine le CM1, le CM2, peut-être niveau BPC. Donc il ne peut pas réfléchir et savoir que mais ce que je fais contre mon gouvernement là, finalement, où est l'intérêt de mon pays là-dedans? Il ne se pose pas cette question. On lui donne de l'argent, il se prend pour un homme important, il vient sur les réseaux, il crache toute la bile que ces aigreurs, ces déceptions, ces échecs ont accumulé en lui et qu'il fait croire qu'il fait de la communication. Sinon, il a dit tout. Ça dit que si on veut citer les méfaits de la France sur l'Afrique, on passerait une journée ici à compter les gens que la France a assassinés. Mais le problème, où est-ce que ça change aujourd'hui? Le monde est en train de devenir multipolaire. Tout bon diplomate français, et tu as vu que Macron il a dissous le corps des diplomates pour amener des terroristes en cravate comme les Le Drian, les Florence Parly, c'est des terroristes en cravate. Il a dissous le corps des diplomates. Il y aurait eu au moins un diplomate qui aurait dit au président français, le monde change, changeons avec le monde. Au lieu d'aller nous accrocher à la France du passé, qui est un ou deux chefs, soi-disant chefs d'État africains, c'est-à-dire que deux de nos préfets, arrimons-nous à l'Afrique de demain. C'est-à-dire que les Africains, comme ceux du Sahel, qui apportent un changement populaire, suivi par leur peuple, admiré par les autres peuples tout autour, accrochons-nous à eux, changeons une autre politique, faisons un autre commerce avec eux, d'égal à égal et, comment on dit, bénéfique pour nous deux. Mais la France n'a pas d'oreille à entendre de faire un commerce gagnant-gagnant avec les Noirs. Les Russes sont prêts, les Chinois sont prêts, les Turcs, même s'ils sont européens, ils sont prêts, les Coréens, ils sont prêts. Tout le monde qui comprend le changement, la marche actuelle du monde est prêt à changer son comportement envers l'Afrique, sauf la France de Macron, qui prend toujours les Noirs pour des esclaves et entre soutenir ces pays qui ont un avenir et soutenir des pays qui sont pour moi des dirigeants, ce ne sont pas des pays, des dirigeants qui pour moi sont de véritables archives historiques, mais tu t'accroches aux archives et tu laisses l'avenir pour quel destin? Donc si la France voulait, même aujourd'hui là, elle a encore les moyens de changer de politique, de cesser d'assassiner des chefs d'État, de travailler avec eux pour l'intérêt des Français. Mais aujourd'hui, même à Paris, on s'en fout complètement de l'intérêt des Français. Les Français sont piétinés, humiliés. Quand on a un peu d'argent, on court donner ça à Zelensky, parce que sous prétexte de donner à Zelensky, on se partage entre mafieux. Zelensky même l'a dit, tous les milliards que la France est censée lui avoir donnés, à peine 20% sont revenus à l'Ukraine, où sont passés les 80%. Donc les Français même sont piétinés, ils sont fatigués. Je crois que nous devions faire un travail de communication qui implique ces Français déçus, désenchantés, pour qu'avec eux, on travaille ensemble pour un meilleur avenir. Nous ne sommes pas dans une guerre contre la France. Nous sommes dans une guerre contre une bande de bandits, de racistes, les soldats de Epstein. Tu connais, l'affaire est en cours. Tous, c'est des soldats de Epstein. Donc, c'est eux qui sont en train de tuer la France et c'est eux qui sont en train d'asphyxier l'Afrique. C'est eux qui programment d'assassiner nos chefs d'État. Mais Mali, Burkina, Niger, sans oublier les autres, ce n'est pas seulement là-bas qu'ils veulent assassiner des chefs d'État, puisque leurs préfets locaux ici, mais ils ne veulent pas entendre raison. Ce que j'appelle les buts témoins. En géologie, tu sais ce que c'est qu'une but témoin? C'est-à-dire que l'érosion a tout fini, il reste une roche un peu plus dure et ça fait une butte. C'est ça que j'appelle aussi des archives. C'est le passé. Ce passé doit être oublié. Il faut s'atteler à travailler avec le présent et avec l'avenir illustré par les pays du Sahel et par toute la jeunesse africaine dans son ensemble. Oui, Didier, très rapidement, est-ce qu'on peut avoir une idée de ceux qui sont sur la liste noire, justement, de cette stratégie de déstabilisation en Afrique? On a entendu parler du Burkina Faso, ça on l'a vécu le 3 janvier, ensuite le Niger, mais pas que ces pays. Non, il n'y a pas que ces pays. Le communiqué rendu public par le SVR parle de plusieurs pays africains
Vous avez parlé du Niger, du Burkina, mais c'est plus généralement tous les 3 pays de l'AES. Il y a également la Centrafrique, de Touadéra, il y a également Madagascar. Alors quand vous prenez ces pays, c'est justement les pays dans lesquels la France a beaucoup perdu pied ces derniers temps. Dans une certaine mesure, le Togo aussi. Dans une certaine mesure, le Togo. Bon, le Togo, pourquoi? Parce que quand vous prenez les pays de l'AES, c'est surtout le Togo qui constitue le soutien principal, qui leur offre donc sa façade maritime. Donc de ce point de vue-là, il n'est pas exclu que le Togo soit pris en compte dans le plan machiavélique qui essaie d'être déroulé par Emmanuel Macron et ses services. Mais si vous voulez observer un peu, parce que pour mieux comprendre un crime, il faut aussi chercher à connaître les mobiles. Les mobiles, évidemment, ce sont les énormes réserves appétissantes des pays de l'AES, du Centrafrique et même de Madagascar pour les impérialistes. Il s'agit de réserves ou d'affronts à laver. Non, il n'y a pas que cet affront, cette rupture de ces pays-là avec la France. Il ne s'agit pas seulement du nouveau réveil qu'on a senti dans ces pays. Mais au cœur de tout ceci, il y a les ressources. Vous avez vu comment toute l'année 2025 a été très difficile pour la France. Vous avez vu également que même aux États-Unis, les réserves pétrolières se sont raréfiées, donc ont beaucoup diminué. Donc ce qui intéresse principalement les Occidentaux, c'est vraiment les ressources, parce qu'ils ont toujours à tort considéré les réserves minières en Afrique comme étant leurs réserves propres à eux, parce que vous voyez, ils ont beaucoup d'industries qui sont très voraces en matière de ressources minières, et donc eux aussi, avec tout ce que vous avez vu, la population qui ne vit pas très bien, et donc le besoin toujours croissant pour les États, surtout européens, de se réarmer avec la nouvelle donne. Vous avez vu, l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis a beaucoup changé, parce que l'OTAN aujourd'hui n'est plus l'OTAN d'hier, puisque aujourd'hui Donald Trump les a placés face à leurs responsabilités. Eh bien, l'Europe a décidé de se réarmer. Mais comment se réarmer sans l'uranium du Niger? Comment se réarmer sans toutes ces terres rares? Comment se réarmer sans l'or, etc. Et l'or aujourd'hui, c'est le métal, ou bien si vous voulez, c'est cette denrée à laquelle sont arrimées beaucoup de monnaies aujourd'hui. Donc je pense que c'est vital pour eux, c'est une question, si vous voulez, de vie ou de mort presque pour l'Europe, pour l'Occident et les États-Unis. Voilà pourquoi ils essayent par toutes les stratagèmes possibles de revenir, pas seulement de revenir pour être influents, mais l'influence leur servait à quoi? À piller nos ressources, tout simplement. Alors, François Bicrot, avant la pause, je voudrais savoir comment les Africains peuvent-ils s'organiser face à de telles informations, comment déjouer ces plans organisés depuis les bureaux feutrés de la DGSE de la France selon la Russie. D'abord se mettre dans la tête qu'en matière de renseignement, on peut vous envoyer sur la mort d'un chef d'État, vous croyez que c'est la mort physique. Alors que le système éducatif tue les chefs d'État. Le système néolien de l'OMC tue les chefs d'État. Il a parlé quelque chose, mais il a effleuré. Le système politique tue les chefs d'État. Donc, première chose, il faudrait que les gens soient vigilants. Moi, je sors d'un pays où, au même moment, depuis 1990, on a coupé le port de Douala, la porte d'entrée de 6 pays. On est à la 100e élection. Chaque 10 minutes, oui, il faut faire l'élection. Après, on s'est rendu compte que l'élection, le type qui fournit la machine, c'est un Européen. Le type qui compte, c'est un Européen. Finalement, on se rend à l'évidence que tout ce que nous produisons va dans une histoire à dormir debout qu'on appelle changement démocratique à la tête des États. Donc il faudrait que les Africains prennent conscience. Et nous, on a eu au même moment Boko Haram, toute la moitié nord du pays, au prétexte que les musulmans sont très maltraités au Cameroun. Et Macron, qui n'a pas fait l'Afrique, ne savait pas que dans tout le Cameroun, il n'y a que 13% de musulmans. 13%. Et dans le dit Grand Nord, je crois qu'ils sont 7 ou 8%. Donc, Boko Haram ne peut pas avoir pour prétendre de venir sauver des musulmans qui n'ont aucun problème, parce que chez nous, c'est hybride. Après, ils sont allés à Bakassi, ils ont raté Bakassi, ils sont allés à Bakassi 2. Et là-bas, ils nous ont dit que les gens qui parlent français
ne nourrissent pas les gens qui parlent anglais. Anglophones, francophones. Après un moment, ils disent que non, c'est le Grand Nord et le Grand Sud. Donc, ils ont toujours des méthodes qui font que si on n'est pas vigilant. Ça veut donc dire que la population, ce que nous, on a fait chez nous, on n'a pas attendu les 2 ou 3 armements qu'on nous envoie. Le principal armement de la libération de l'Afrique, c'est dans le subconscient des Africains. Nous avons travaillé sur les Camerounais. Ça a pris 10 ans. Pour leur dire Boko Haram sert une autre personne. Nord-ouest, sud-ouest, ça sert une autre personne. Nous ne sommes pas des gens qui réfléchissent selon la géographie et le relief. On réfléchit en fonction du faciès du frère. Au moment où je vous parle, Boko Haram n'existe plus, c'est des bandits qui sont mis en place. Nous sommes en train de vouloir changer le système éducatif camerounais. Nous avons mis hors d'état de nuire les opposants. Parce qu'on ne peut pas comprendre que chez eux, on dit démocrate, républicain. Ça marche facilement. Mais chez nous, on vient dire opposant, parti au pouvoir. Subsidiairement, ça travaille le subconscient d'un enfant de 14 ans. Il travaille en se disant que vous n'êtes pas ensemble, vous êtes opposés. Nous sommes en train de travailler en disant, c'est terminé. Guerre de génération, vous savez que nous avons le président qui est le plus resté chef d'État au monde. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit en tout temps? Parce qu'on s'est rendu compte que le changement brusque des chefs d'État au Niger, au Mali, n'a rien apporté. La troisième chose, c'est de renseigner ceux qui se battent pour vous. Il faut que la sécurité nationale de chaque pays ait pour principal fournisseur de renseignements la population. C'est ce que nous avons fait chez nous. Dès que vous voyez quelqu'un assis un genre dans un bar, le premier réflexe doit être d'aller vous dire, je n'ai pas vérifié, mais je vois quelqu'un qui est un genre. Quand on a voulu assassiner Obiangema Bazoua, c'est dans un bar à la frontière Cameroun, Guinée équatoriale à Kiossi, dans un arrondissement où, pour qu'un homme paye une péripatéticienne, il ne dépasse pas 3 000 francs CFA. Et on a vu des gens qui dépensaient 10, 15, 20, 30 000. Les péripatéticiens se sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est elles-mêmes qui sont allées dire aux policiers et aux gendarmes à la frontière qu'il y a un type là-bas, chaque fois que lui me salue, il me donne 100 000. Dans un village où on ne peut pas donner 2 000 francs sans discuter à une péripatéticienne. Renseignement. La population doit être en adéquation avec l'État. Nous qui sommes dans des postures de réputation d'information, nous avons 2 défis. Le langage ne doit pas attiser et le langage doit attirer l'adhésion. Parce que je vois des gens qui viennent dans vos plateaux de télévision. Ils ont faim. Ils ont soif. Ils ne travaillent pas. Mais ils vous disent qu'il faut changer le chef d'État. Tu ne peux pas réfléchir dans ce temps-là quand tu as un problème psychologique dans la tête. Quand on est en combat et nous sommes en combat, je demande aux médias africains de choisir les gens qui viennent parler aux Africains. Les Africains ont besoin d'un langage africain parce qu'ils parlent à leurs frères. Ils doivent avoir des Africains qui leur parlent, pas des gens qui viennent réciter tout ce qu'on enseigne à Massachusetts, tout ça là, alors qu'on leur demande simplement de dire que pour éviter l'OMC, le FMI et la Banque mondiale, est-ce que c'est si difficile que quand on va finir partir d'ici tout à l'heure, au lieu d'aller dans un restaurant américain, est-ce que c'est vraiment difficile comme toi et moi on faisait un restaurant 20 ou 25 ans, aller supplier la maman de nous donner la deuxième boule dans la nourriture qui ne coûtait pas 200 ou 300 francs. Le fait de vivre africain en Afrique réduit considérablement la dépendance psychologique et économique vis-à-vis des gens qui ont faim. La troisième chose, je n'aime pas le dire. Pourquoi la France a des problèmes aujourd'hui? 2 choses. Ils ont remis en place ce qui avait existé avant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Mais à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, quand ils se sont séparés de la Russie, les États-Unis aussi se sont séparés, ils avaient oublié que celui qui a sauvé le monde, Première et Deuxième Guerre mondiale, c'est le tirailleur sénégalais, enfin le tirailleur africain. Sauf qu'à cette époque, c'était forcé. Nous leur disons maintenant, pour vous sauver, venez négocier. Pourquoi c'est si difficile? Parce qu'en France, tous les gens qui gouvernent la France n'ont jamais connu l'Afrique. Ils ont coupé les ponts avec ceux qui peuvent les renseigner sur l'Afrique. L'Africain, c'est le respect de l'aîné. L'Africain peut tout te donner, mais plus que tu le respectes.
L'Africain n'accepte pas que pendant sa tournée au Cameroun, le patriarche Paul Biya a 90 ans, qu'un enfant qui a 45 ans moins que lui mette la main dans la poche quand il lui parle. Monsieur Biya, lui, peut comprendre. Mais moi, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas le comprendre. Nous demandons à nos frères de venir comprendre l'Afrique. Nous demandons à nos frères de ne plus utiliser des comportements qui font peur, sinon ils ne reviendront pas. Moi, je suis comme monsieur l'ambassadeur. Je ne chasse pas les Européens. Parce que nos enfants sont hybrides. Ils ont fait les deux cultures. Je ne chasse pas la France. La France connaît qui est son ennemi. Actuellement, c'est la Russie et les États-Unis. Mais la France était habituée que nous l'aidons à combattre ses ennemis. Voilà là où se trouve dans le problème. D'accord. Eh bien, est-ce qu'il faut l'Union africaine se saisisse de cette annonce pour organiser un sommet spécial et imaginer la réponse à apporter à des informations aussi graves que des tentatives de déstabilisation des différents pays? C'est la question que je vais poser à l'ambassadeur au retour dans la seconde partie de New World Forum. Et là, nous faisons une pause pour des impératifs commerciaux, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À tout de suite.